La promesse pour un cabinet d'expertise comptable, c'est de pouvoir se projeter en se disant c'est quoi mes enjeux actuels et mes enjeux de demain. Comment encore aujourd'hui, en 2023, je sais donner envie à quelqu'un qui a fait des études d'aller vers cette profession. Salut et bienvenue dans un nouveau podcast, les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien aujourd'hui avec un nouvel invité qui s'appelle Régis Samuel. Salut Régis, merci d'être avec moi dans cet épisode. Salut Nicolas, merci de m'accueillir. Alors toi, pour te pitcher rapide avant de te laisser la parole et pour finalement faire une espèce de masterclass sur un sujet qui m'affectionne beaucoup, la tech. Quand même, toi, t'es passé d'expert comptable à éditeur de logiciels. Et puis, à côté, t'as une espèce de petite passion où t'as monté une association aussi. Et donc, j'aimerais qu'on parle de tout ça. Pour présenter vite fait, donc toi tu es CEO d'une boîte qui s'appelle MyUnisoft. MyUnisoft, c'est un outil qui aide à la fois les entreprises et les cabinets d'expertise comptable à bien gérer la comptabilité de manière rapide. Vous avez 100 000 dossiers qui sont gérés sur l'outil. Vous êtes 150. Vous avez levé à peu près 20 millions depuis la création, 2018 si je ne m'abuse. Merci d'être là, je suis trop content. On va passer un moment ensemble. Avant de commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir expert comptable, Régis ? Waouh. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? En fait, ça m'est tombé un petit peu dessus à la naissance. Mon papa était expert comptable. Il avait un cabinet familial à la maison. Et comme il bossait beaucoup, la seule solution pour voir mon papa, c'était de descendre au cabinet. Ok. J'ai commencé tout gamin à faire... à l'aider un petit peu. À 11 ans, je commençais déjà à faire des petites tâches là-dessus. Et puis ensuite, mon père étant orphelin, j'ai senti un peu de pression non dite sur le fait de pouvoir être expert comptable. Et donc, je me suis lancé dans l'aventure de devenir expert comptable. Mais avant ça, j'ai commencé à tisser des liens quand même professionnels avec mon papa, c'est-à-dire que quand il s'est informatisé, j'étais tout gamin, j'avais 14 ans, c'était en 82, l'informatique n'existait quasiment pas. Carrément. IBM, qui a donné naissance à toute la micro-informatique, ne s'était pas encore lancé dans cette aventure-là. Et donc il a acheté un logiciel comptable, il m'a demandé de le modifier très rapidement. J'ai lu les sources, je me suis documenté et j'ai modifié le logiciel qu'il avait. Et très rapidement, je me suis dit, il est mal écrit. Et donc, j'ai développé le logiciel comptable qu'a utilisé mon père à la suite, et puis également le logiciel de production sociale. Là, tu es tout jeune. Comment tu fais pour avoir ce degré technique ? Parce que j'imagine, en tout cas, qu'il faut quand même comprendre comment ça fonctionne, la compta, tu vois. Oui, alors, la compta, c'est pas trop compliqué. C'est débit-crédit. Une fois que tu l'as compris et qu'on te demande de faire un certain nombre de choses, tu arrives à le comprendre. Le code, c'est la même chose. C'était pas très complexe dès lors que tu te documentes. Moi, j'ai besoin de très peu de sommeil, donc j'ai besoin d'environ 4 heures par nuit. Donc je faisais ça, c'est-à-dire que le matin, je me levais vers 4 heures du mat, tous les matins, et puis je me documentais, je lisais, j'essayais de comprendre comment les choses devaient fonctionner, et puis je développais ça à ce moment-là. Donc tu développes l'outil comme ça, comme un espèce de side project à côté. C'est quoi le résultat ? Qu'est-ce qu'il apporte comme valeur au cabinet, cet outil, déjà à cette époque ? Alors, à cette époque, on faisait simple, c'est-à-dire que l'objectif était de réussir à automatiser les calculs, surtout. Parce qu'à l'époque de mon père, c'était des cahiers comptables qu'on ouvrait, on récupérait les pièces comptables, et puis on ouvrait les cahiers comptables et on recopiait les pièces sur les cahiers comptables, et ensuite on additionnait tous ces éléments. À l'époque, justement, s'informatiser, c'était ça, c'était automatiser ces tâches sans avoir à les recopier sur un cahier. On les saisissait sur
sur la machine, et la machine additionnait les éléments automatiquement, donc nous permettait de sortir des grands livres et de préparer les déclarations de TVA. Comment tu voyais ton père, toi, à l'époque? Tu sais, c'est marrant, j'ai fait un post LinkedIn il n'y a pas longtemps sur, tu vois, genre l'expert comptable, il peut impressionner quand même, tu vois. Comment tu le voyais, toi, de l'intérieur? Alors, mon père, c'était pour moi un sphinx. Un sphinx parce que, comme je te l'ai dit, hein, orphelin suite à la Shoah, c'est quelqu'un qui a été très marqué tout gamin. Donc, il parlait pas, il communiquait pas. Il m'a dit une seule fois de ma vie, c'est bien. Quand j'ai fait bien plus tard, c'était sur un sujet de taxe professionnelle. Donc vraiment un sphinx pour moi, et je pense que c'était aussi un sphinx pour ses clients, mais un sphinx en lequel les clients avaient confiance. Et donc, il inspirait confiance, c'était un très grand technicien. Et c'était assez impressionnant à ce niveau-là. Donc, toi, tu développes cette partie-là pour lui. Ça apporte de la valeur au cabinet à l'époque dans laquelle ça évoluait. C'est quoi tes premières armes au début? Comment tu rentres concrètement dans la profession et que tu commences à y aller et taper dans le dur? Entre guillemets, de manière indépendante, pas avec lui, quoi. Ouais, exactement. Alors ensuite, en même temps que je faisais ce développement et que j'ai créé aussi une petite société informatique qui me permettait de faire du développement pour des clients de mon père, je me suis mis à suivre mes études, à rentrer dans un gros cabinet d'audit pour savoir ce qu'était le métier en dehors du cabinet de mon papa. Puis ensuite, j'ai racheté une micro-clientèle sur Paris, clientèle que j'ai bien développée avant de racheter le cabinet de mon papa. Pourquoi tu décides de racheter une clientèle? C'est quoi la petite flamme? Parce que tu vois, y a des gens qui vont rentrer dans des réseaux. Moi, j'ai accueilli ici Joël Pereira, de chez Vision par exemple. Il y en a d'autres, ils vont y aller... ils vont y aller à la démarche commerciale à fond. Il y en a d'autres, ils vont racheter une clientèle. C'était quoi un peu, toi, ton ambition sous-jacente quand tu as démarré? Alors, tu aurais pu t'associer avec ton père aussi, tu vois. Ah non, mais moi j'avais besoin déjà de me démontrer que je savais travailler, donc il était important pour moi de me démontrer que je pouvais faire les choses par moi-même. Ensuite, la notion de rachat, elle me semblait évidente pour être un système d'accélération. C'est-à-dire que moi j'ai vu, j'ai des copains qui se sont mis et qui se sont installés ex nihilo. C'est quand même très compliqué le démarrage. À l'époque, ce type de groupement de réseau n'existait pas également, donc il n'y avait pas cette possibilité de partage. D'ailleurs, j'ai même essayé, moi, une certaine époque, d'en créer un, mais c'est quand même assez complexe. Donc il me semblait naturel de pouvoir racheter une petite clientèle qui permettrait ensuite de se développer rapidement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai racheté une clientèle à l'époque de 80 000 euros. Au bout de 2 ans, je crois que je faisais 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça s'est assez rapidement développé. Et est-ce que toi, tu avais le sentiment d'avoir réussi quelque chose? Tu vois, tu me dis juste avant, je voulais quand même montrer que par moi-même, je pouvais réussir à faire quelque chose. Comment tu reprends la clientèle? D'ailleurs, comment se passe la reprise? Parce que les clients ne te connaissent pas, d'où il sort celui-là. Et puis j'imagine que tu étais jeune aussi à l'époque. Et puis à l'époque, un jeune, enfin je ne sais pas si maintenant ça a bien changé, mais je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, on me regarde, il sort d'où, lui? Qu'est-ce qu'il me veut, tu vois? Alors c'est une arme un peu. Le cabinet que j'ai racheté, j'ai eu la chance d'avoir comme expert comptable, c'était un cousin de... Un cousin éloigné de mon père, en fait, et quelqu'un qui avait une approche humaine assez extraordinaire. Ouais. Et donc, qui a pu m'accompagner au début sur la relation avec les clients et qui a pu rassurer aussi les clients. Donc, ça s'est fait assez naturellement et assez facilement parce que les clients avaient encore... la marque majeur de l'expert comptable, c'est la confiance. Et ses clients avaient une relation de confiance très forte avec lui. Et ça m'a permis de m'intégrer dans cette relation de confiance et ensuite de déployer énormément parce que
parce que c'était un artisan. Et moi, je suis pas trop artisan, je suis plus à essayer de voir comment on peut structurer, comment on peut architecturer des organisations. Et c'est pour ça aussi que ça m'a permis de développer assez rapidement, parce que ce qu'il faisait très très bien, on a essayé de continuer à faire aussi bien que lui sur ces sujets-là, de toujours avoir ce rapport humain et cette relation de confiance, mais en proposant de nouveaux services, en structurant, en déployant, en embarquant et en faisant monter l'activité. J'ai la sensation que ton appétence du début, c'est une appétence technique. Tu vois, t'aimes bien le développement. Ouais. Tu vois, ça t'a plu. Quand même, tu deviens expert comptable. À ce moment-là, c'est quoi ton objectif? C'est quoi ta vision? Comment tu imagines ton avenir? Tu vois, parce que t'as quand même, t'as 2 muscles de compétences qui sont développés. Euh, on en discutera. Tu as quand même monté ce cabinet, et, enfin, la suite de cette histoire à 100 collaborateurs, ce qui n'est pas rien non plus. Hein. Ça reste pas une petite boutique, ça quand même reste une grosse machine. C'était quoi ton ambition? Alors moi j'étais intimement lié qu'il y avait besoin d'avoir un cœur tech très fort dans un métier comme celui-là. C'est un métier... Mais ça c'était quelle année ça? C'était 99? C'est ça hein. C'est même plus tôt. Enfin, ouais. moi, très, très tôt, dès 82, hein, enfin, oui, oui. Dès que je me suis mis à faire du dev, toutes ces tâches qui étaient répétitives, sans aucune valeur ajoutée, j'ai toujours été intimement persuadé qu'on pouvait les automatiser. Donc, ce côté tech, il était natif au niveau du cabinet, mais aussi au niveau des clients des cabinets. C'est-à-dire que moi, très rapidement, j'ai développé des solutions pour les clients des cabinets, parce que les besoins d'automatisation qu'on pouvait, nous, avoir au sein de nos structures, les clients les avaient également. Donc c'était également ces parties-là. Donc ça s'est fait naturellement. Et c'est aussi ce qui était un petit peu notre marque de fabrique et qui embarquait des nouvelles entreprises qui se disaient, là on a un cabinet qui peut nous embarquer sur ce qu'on a appelé la numérisation, la digitalisation de nos structures. Ah, donc c'était quand même assez tôt, mais tu devrais être un ovni, toi, à l'époque, à ce moment-là, tu vois? Oui, alors, je ne m'en rendais pas trop compte, parce que c'est vrai que j'étais dans mon petit monde. Je n'ai pas vu la profession jusqu'au milieu des années 2000, même 2010, jusqu'en 2010. Je ne savais pas ce que c'était un expert comptable, en fait. Je savais ce qu'était mon cabinet expertise comptable, que ça se passait pas trop mal. Hein. J'avais une croissance, j'ai toujours eu une croissance à 2 chiffres dans les structures que j'ai pu diriger, mais je savais pas ce qu'était la profession et donc comment fonctionnaient les confrères. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce que je pouvais apporter aux clients et aussi aux collaborateurs. Le gros sujet quand même pour les collaborateurs, c'est la gestion du stress. Et pour moi, un des enjeux majeurs d'un cabinet, c'est de travailler sur la sérénité. La sérénité du collaborateur, comment déstresser, enlever tous ces irritants qui génèrent du stress pour le collaborateur, apporter de la sérénité sur le manager aussi, au sein du cabinet, comment les travailler, savoir si tout ce qui est qualité sort bien du cabinet, et puis la sérénité du client. Donc c'est des aspects pour moi majeurs. Est-ce que tu penses que ça, c'est une des formules de la recette? J'ai écrit là justement comment faire de la croissance à cette époque. Tu dis, ouais, je faisais une croissance à 2 chiffres. Comment on faisait de la croissance avant dans les cabinets et comment on fait de la croissance aujourd'hui? C'est intéressant parce que pour moi, il faut sortir de la technique. Le dirigeant du cabinet, dès lors qu'il arrive à se structurer un petit peu, nous, assez rapidement, tu vois, j'ai eu la chance, et énormément de chance, d'avoir mes 2 principaux associés au début, c'était ma femme, et puis un autre jeune associé qui est venu... alors qu'il n'était pas encore expert comptable, mais qui a intégré très, très rapidement, qui s'appelle Christophe. Et donc, on s'est réparti les tâches. On avait
personne qui savait super bien gérer toute la partie RH, toute la partie back-office, qui était ma femme. Christophe, lui, était un super technicien. Et puis moi, plutôt sur tout l'aspect stratégique et communication, visibilité du cabinet. Donc, travailler sur des partenariats, quels pouvaient être nos prescripteurs. À l'époque, des prescripteurs, ça pouvait être des banquiers, donc aller former les banquiers de proximité pour qu'ils nous connaissent, donc s'intéresser à eux, leur apprendre à lire un bilan, leur apprendre un certain nombre d'éléments, dès lors que ces personnes-là voyaient des chefs d'entreprise, ils pouvaient devenir des prescripteurs. C'était des exemples de prescriptions qu'on a pu mettre en place, et puis nos principaux prescripteurs, ça a toujours été nos clients. Comment démontrer aux clients qu'on les accompagne suffisamment bien pour qu'ils puissent se sentir en confiance suffisamment pour devenir des prescripteurs et dire à leurs collègues, chefs d'entreprise, qui peuvent être mieux accompagnés par nos structures. C'est super vertueux et super puissant comme outil. Alors j'aime bien l'illustration du fait que tu vas apporter de la valeur au banquier, parce que lui, forcément, des entrepreneurs, il va en voir beaucoup, et tout le temps, en fait, tous les jours. Et donc forcément, si tu l'as impacté positivement et que tu l'as aidé lui à développer ses compétences, de manière gratuite en fait, hein, tu as pris ton temps et puis tu lui as apporté de la valeur, tu l'as transformé, il s'en souviendra en réalité, parce que même d'égal à égal avec un entrepreneur, il pourra aussi le challenger par rapport à ce que tu lui as appris, tu vois. Lire un bilan, ça peut être intéressant. Au moins, le banquier, il peut discuter avec l'entrepreneur. Et cette force du pouvoir de ceux qui vont prescrire, en fait, les prescripteurs, les clients du cabinet, qui vont parler aux autres pour dire, OK, bah, eux, c'était top. Alors, comment ça s'est passé ? T'as vendu, t'as quitté le cabinet ? Comment ça s'est marqué ? En 2018. Hein. Avant 2018, on avait décidé avec mes associés de dépatrimonialiser le cabinet. Dépatrimonialiser le cabinet, c'est-à-dire qu'on avait fait un LBO pour remonter les parts dans une holding. Et on avait fait le choix de se rémunérer intégralement, donc par rémunération et pas par dividende, et donc de laisser un résultat quasi nul sur l'entreprise pour qu'elle ne prenne pas de valeur. Et le gros intérêt d'une entreprise dépatrimonialisée, c'est que les actionnaires, les associés d'une telle entreprise ne sont pas associés parce qu'ils ont les moyens de devenir associés, mais par leurs compétences. Donc c'est ce qu'on avait fait, et donc ça c'était un point important, et dès lors que c'était fait, une sortie d'une entreprise dépatrimonialisée n'était pas un sujet, une sortie capitalistique. Et ensuite, comme je n'étais plus au sein du cabinet actif depuis très longtemps, hein, techniquement, ma sortie du cabinet n'était pas non plus un sujet pour la gestion des dossiers, parce que les dossiers, je ne les gérais pas. J'avais des relations humaines très fortes avec les clients, mais je ne gérais pas les dossiers. Donc, ce n'était pas un sujet pour nous d'une telle sortie, donc ce n'était pas impactant pour le cabinet. Et moi, ça m'a permis de lancer le projet MyUnisoft. Je reviens quand même sur un élément. Tu t'es associé avec ta femme et oui. Quelqu'un qui n'était pas expert comptable. C'est assez peu commun, en tout cas. Il allait le devenir à très court terme. Ok. Et pour quelle raison tu as décidé de choisir ces deux associés ? Ça a été quoi l'élément déclencheur où tu dis ce mariage-là, il peut fonctionner ? Alors, si toutefois il a fonctionné. Ouais, il a super bien fonctionné. Nous, quand on s'est installé donc avec ma femme, le gros sujet était de voir comment. J'avais conscience qu'un expert comptable, ça bosse beaucoup. Comment réussir à adapter la vie. La vie privée autour de notre vie professionnelle. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait bosser ensemble pour partir autant qu'on voudrait en télétravail, parce qu'on a fait du télétravail très 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 tôt à Sainte-Maxime, là typiquement, parce que j'ai une petite maison à Sainte-Maxime. Donc comment organiser notre vie professionnelle et les imbrications avec notre vie privée. En plus, on avait une très forte complémentarité. Elle, sur tout ce qui est back-office, moi je suis quelqu'un qui
Alors, faut pas le répéter, hein, parce que tu le diras à personne. Là, t'es mal barré. Mais je suis quelqu'un de toujours dans la lune, très tête en l'air, qui a un gros problème avec la mise en place d'une organisation. C'est-à-dire voir comment une organisation doit être mise en place. Moi, j'ai pas de problème, mais c'est plutôt la gestion d'une organisation. Et donc, on était ultra complémentaires pour ça. Et quand j'ai voulu racheter le cabinet de mon papa, le sujet était, la problématique était la gestion du cabinet parisien. Et mon épouse me dit, j'ai rencontré sur une mission Christophe. C'est un gars qui a l'air top. Tu devrais le rencontrer pour qu'il puisse reprendre le cabinet et devenir ton associé. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé ce fameux Christophe. Je lui ai dit, on va se manger un petit couscous. Donc, lui, il était tout jeune, hein, et pas encore diplômé. Il m'a dit, OK, je lui ai dit, bon, Géraldine m'a dit que tu étais le bon cheval. On va s'associer. Et donc, il m'a dit, OK, en gros, ça s'est fait comme ça. Alors, ensuite, il y a eu un petit peu d'organisation par rapport à ça, mais ça a été vraiment d'une fluidité assez extraordinaire. Du coup, j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête. La première, c'est comment on arrive à garder l'harmonie avec son compagnon de vie, tu vois, parce que quand on est marié et qu'on a la même entreprise, moi je le sais, je le vis aussi, parce que moi aussi je suis associé avec ma femme. Comment toi, vous avez réussi à trouver, entre guillemets, le juste équilibre, ou en tout cas le meilleur équilibre? Alors, c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Le gros sujet, c'est réussir à faire des coupures entre la vie pro et donc éviter au maximum les impacts du stress de la vie professionnelle dans la vie privée. Ça, c'est vraiment une des règles très très importantes. Et puis... Et comment on y arrive, justement ? Il y a des moments où il faut dire stop. Quand il y en a un des deux qui dit au fait, ce dossier-là, ce sujet-là... c'est pas tranquille. Stop. Ouais. Donc ça, c'est un point. Samedi soir, là, c'est mort. Là. Exactement. Même si mes enfants me disent régulièrement « Ouais, mais vous parliez quand même de ça. » Donc, je pense que le stop, on n'a pas toujours su le dire. Ça, c'est un premier point. Et puis, deuxième sujet, avoir un grand respect mutuel également sur nos compétences professionnelles. Ouais, je pense que c'est carrément indispensable. Et ça, c'est vrai pour tout associé. Ouais, on est d'accord. Mais du coup, est-ce qu'on est plus exigeant ? Est-ce qu'on va plus droit au but ? Ouais, alors on peut avoir moins de filtres. Ouais. Et donc ça peut être dangereux aussi, d'avoir moins de filtres. Donc je pense qu'il faut conserver ces filtres parce que c'est important de les conserver et dans la vie professionnelle, respecter cette partie-là. Du coup, j'avais aussi une deuxième question, c'est que tu vois, Christophe, c'est ça ? Ouais. Christophe, lui, il arrive, tu sais, c'est une troisième personne dans un couple. Comment lui fait pour faire sa place aussi ? Ça ne doit pas être évident non plus, parce qu'on pourrait avoir la sensation, d'un point de vue extérieur, que tu as une entité à deux personnes face à une, entre guillemets. Comment on arrive à créer quelque chose d'harmonieux ? Alors déjà, ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé, ce qui était le principe, c'était de dire, écoute Christophe, il y a un machin à gérer, je te laisse les clés, et moi, je vais gérer l'autre machin. Donc, on a dû se concentrer l'un et l'autre sur nos deux sujets. Donc, au début, lui, gérer le cabinet parisien, donc reprendre le cabinet parisien. Quand je dis, je te laisse les clés, c'est vraiment ce que j'ai fait. Je lui ai dit, vas-y, démerde-toi. Il était tout gamin. En plus, il avait un visage de poupon, donc vraiment, tout gamin. Et tout l'accompagnement que moi, j'avais pu avoir par le fameux cousin de mon père quand j'ai racheté le cabinet, je ne lui ai pas du tout apporté. Et moi, parce que moi, je devais me concentrer sur la reprise du cabinet de mon papa. Et donc, ça s'est passé comme ça pendant quelques années. Et puis, ensuite, assez rapidement, au bout de 4 ans, si je ne dis pas de bêtises, on a décidé de faire une croissance externe. On a racheté un cabinet de notre taille à peu près, qui s'est très très bien passé. Mais là, il fallait s'occuper de ce cabinet-là et donc avoir encore plus de liens entre nous. On a essayé de prendre
un associé sur le cabinet parisien, ça s'est pas très bien passé. Donc Christophe s'est mis un petit peu en danger parce qu'il bossait trop. On a décidé de vendre le cabinet parisien et de se concentrer sur un seul département qui était l'Essonne. Et ça nous a permis vraiment de continuer à avoir cette croissance à 2 chiffres pendant ce temps-là. Et là, vraiment, on a construit un noyau très fort d'associés entre nous 3, parce que moi, j'avais plutôt cette partie stratégique, développement, visibilité, et Christophe, lui, toute cette partie technique. Et ça, il y a vraiment eu beaucoup de fluidité dans nos échanges, beaucoup plus qu'au début. Parce qu'au début, on était chacun dans notre petite bulle. Donc, dans ton histoire personnelle, il y a quand même cette force de conviction, dès le début, qu'il faut améliorer les process, enlever des tâches à faible valeur ajoutée. 2018, donc tu arrêtes le cabinet, et là, tu te lances dans l'aventure MyUnisoft. J'imagine quand même que ça a germé un peu dans ta tête en amont. Comment s'est faite la construction de ce produit ? Déjà, l'équipe, c'était quoi un peu la vision ? Parce qu'en mode, il y a Cégide, Sage, tous les acteurs historiques. Vous arrivez en train de dire, on va faire un outil comptable, quoi. C'est pas rien. En plus, avec une promesse alléchante, en mode, expert comptable, vous allez faciliter la gestion des dossiers. Et je pense que ça, c'était un rêve pour n'importe qui à cette époque. Et même encore maintenant, de toute façon. Raconte-moi un peu la genèse de l'histoire. Alors, comme je te le disais, nous, on avait notre propre solution maison qui tournait très bien, qui nous permettait d'avoir un bon taux de productivité et beaucoup de sérénité dans nos équipes, et ce qui nous permettait aussi d'avoir pratiquement pas de turnover dans nos équipes. Ça, c'est une constatation. Ensuite, j'ai une de mes collaboratrices qui décide de partir en province, à Bagnères de Bigorre, qui veut s'installer là-bas. Donc, on s'organise pour avoir une solution qui était adaptée au télétravail complètement. Elle embauche son mari, donc elle travaille là-dessus, et puis assez rapidement, on lui crée un bureau. Donc on crée une structure ad hoc à Bagnères de Bigorre. Très rapidement, on a un contrôle qualité sur ce dossier, sur ce cabinet-là. Contrôle qualité qui vient de qui ? Contrôle qualité, c'est l'ordre des experts comptables qui mandate un expert comptable, pour voir quel est le niveau de qualité des dossiers et la structuration des dossiers au sein du cabinet. Nous, on était déjà complètement en dossier de révision dématérialisé, parce que c'était indispensable. Moi, pour pouvoir manager mes équipes à distance, c'était indispensable. Et à la fin de ce contrôle qualité, qui était, d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais, c'est Eric Berberès qui avait fait ce contrôle qualité. À la fin de ce contrôle qualité, Eric me dit mais c'est quoi ton machin ? Il nous le faut absolument. C'est comme ça que je me suis dit, tiens, ma solution peut peut-être plaire à d'autres cabinets. Donc on a tissé des liens forts avec le cabinet Excentive, qui s'est mis à utiliser notre solution. Donc notre solution maison devenait une solution de 2 maisons. Et donc ça a commencé à germer dans mon cerveau, et on a pris la décision lors d'un congrès de l'Ordre des experts comptables, celui qui était à Bruxelles, de se dire, tiens, on va montrer ce qu'on sait faire. Au pire, ça nous fera un beau petit team building, on se bouffera des moules et des frites en buvant un petit peu de bière, donc un petit truc sympa à faire. On était une dizaine à monter, on s'est pris un petit stand qui coûtait pas grand-chose, et là c'était sympa parce qu'on a commencé à échanger dans les couloirs. Il y a des personnes qui sont passées. J'ai Vital Saint-Marc de chez RSM qui est passé, qui m'a dit c'est quoi ton machin, et qui s'est mis à l'utiliser dans son cabinet, dans son équipe. Donc son équipe s'est mise à déployer du MyUnisoft, enfin l'ancêtre de MyUnisoft, notre solution maison. Et puis il y a également Gauthier Roussel de chez Espace Innovation, qui nous a demandé de venir intervenir à Budapest pour présenter notre solution avec d'autres éditeurs. Enfin, je lui ai dit, mais je ne suis pas éditeur. Donc, il m'a dit, si, tu es un éditeur, tu présentes une solution donc, avec d'autres éditeurs, donc type Agiris,
type ACD, QuickBooks et autres. Donc voilà, ça continue à germer. Et puis là, à ce moment-là, je me suis dit, on ne peut pas continuer comme ça, il faut faire un choix. Et on sent qu'il y a un besoin pour la profession, parce que évidemment, s'il y a de l'appétit c'est qu'il n'y a pas de solution. Il y a des acteurs qui arrivent. On parlait d'acteurs américains qui commencent à arriver sur le marché. Donc, des éditeurs vont essayer d'automatiser ce que la profession ne sait pas encore automatiser, parce que la profession n'a pas les outils pour. Donc, comment créer un vrai projet pour une profession, par une profession. Donc, c'était vraiment notre objectif. Et c'est comme ça que j'ai embarqué 4 cabinets qui sont mon cabinet historique, Récit, le premier cabinet qui s'y intéressait, Excentive, RSM, parce qu'ils connaissaient bien notre solution maison, et puis cabinet Exponence, qui est un cabinet qui fait partie du groupement Eurus, groupement dans lequel Récit, mon cabinet historique, faisait partie. Alors, c'est marrant parce que du coup, là, c'est pas un fonds d'investissement qui vont investir et qui vont commencer à rentrer dans l'histoire. Ce sont des acteurs de la profession. Je trouve ça assez original comme première approche. Comment ça se fait qu'ils te font confiance? Parce qu'ils sentent que l'outil, il marche. C'est quoi un peu leur vision à eux? Ils se disent, je vais investir pour faire de la plus-value. Enfin, tu vois, c'est quoi un peu leur motivation, tu vois, qui les a poussés aussi? Le gros sujet, c'était de maîtriser son outil professionnel. C'était de se dire, on peut... la profession, ça représente beaucoup d'argent. Ça représente 20 000 entreprises, 20 000 professionnels. On peut se regrouper pour représenter un poids suffisant pour avoir et voire maîtriser notre propre outil professionnel. Donc les premiers acteurs se sont dit, on peut payer pour voir. C'était un petit peu ce que je leur ai dit. Moi, d'une manière très claire, je leur ai dit, fais gaffe. Vous pouvez perdre tout ce que vous mettez. Maintenant, il faut payer pour voir. Vous savez qu'on sait faire, parce qu'on a su faire quelque chose qui était sur de la vieille technologie, mais avec de l'innovation dans le concept. Maintenant, avec des moyens, on va pouvoir passer sur la nouvelle technologie, revoir complètement pour accompagner l'expert comptable vers ce qu'on a appelé de la comptabilité augmentée, c'est-à-dire embarquer toutes les technologies pour faire sauter toutes les parties sans valeur ajoutée et revoir l'organisation de nos cabinets pour aller vers plus de sérénité pour chacune des personnes de l'écosystème. Si je fais maintenant un bond en avant, MyUnisoft, aujourd'hui, c'est quoi la promesse pour les cabinets et les entreprises, pour qu'après on puisse déconstruire un peu toutes les étapes? La promesse, alors pour un cabinet expertise comptable, c'est pouvoir se projeter. Pouvoir se projeter en se disant, c'est quoi mes enjeux actuels et mes enjeux de demain. C'est mes collaborateurs. Comment encore aujourd'hui, en 2023, je sais donner envie à quelqu'un qui a fait des études d'aller vers cette profession. Donc c'est comment je travaille ces sujets. Et c'est pas toujours en fonctionnant sous l'organisation actuelle. Donc là, c'est vraiment travailler ces sujets. Et donc c'est automatiser les tâches sans valeur ajoutée, ne plus avoir de pics de stress et de pics de travail, que ce soit la période de déclaration de TVA, se dire comment je vais accéder aux pièces comptables, etc. Et puis avoir des éléments de data qui me permettent de travailler. Donc ça, c'est vraiment la partie collaborateur. La partie client, c'est la même chose. Ce qu'on voit dans toutes les analyses clients, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la personne en laquelle le chef d'entreprise fait le plus confiance, l'expert comptable. Sauf qu'à chaque fois, il rajoute « oui, mais je ne le vois jamais ». C'est comment apporter ce lien de proximité encore plus fort en se dégageant du temps et en accompagnant
nos équipes sur ces éléments-là et en leur donnant de la data pour pouvoir apporter ce conseil. Ça, c'est vraiment les gros sujets. C'est pour moi les éléments majeurs. Alors évidemment, dans ce cadre-là, il faut avoir des solutions technologiques qui embarquent nativement de l'IA, qui soient sur des nouvelles approches, une vision qui est adaptée aux critères graphiques actuels aussi, parce que nos clients, chefs d'entreprise, ils ont l'habitude d'avoir tout sur leur smartphone et avoir des choses sympas. Et on ne peut plus leur proposer d'avoir des écrans version Windows 95. Ouais, c'est clair. Donc c'est vraiment un point important. Donc vraiment avoir des tableaux de bord de pilotage. Microsoft est pensé workflow, est pensé gestion de flux. Pourquoi ? Parce que la compta, c'est ça. La compta, c'est je traite des données que je restitue. Le seul problème, c'est que les solutions historiques ont été pensées dans les années 90 avec une vision du métier des années 70. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la vision de... Alors maintenant, c'est plus sur le cahier qu'on recopie les éléments, mais il n'y a pas eu de changement en matière de gestion de flux. On est toujours sur... On stocke de la donnée, c'est-à-dire on demande à nos clients de nous l'apporter, soit sur une box, soit en physique, et puis on les fait traiter par de l'OCR, mais toujours à un instant T, et on restitue à l'administration fiscale. Microsoft n'est pas du tout pensé comme ça, on va chercher de la data un peu partout, des événements, on les traite en pré-compta, on les pousse de plus en plus automatiquement possible en comptabilité et on les restitue en temps réel à chacun. Et c'est pour ça que chacun des membres de l'écosystème, que ce soit le client, que ce soit le collab, que ce soit le manager, que ce soit l'expert comptable, participe à la validation de cette donnée ou à la pertinence de cette donnée. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle et du mot automatisation. Il y a quand même quelques étudiants, en tout cas sur YouTube surtout, qui nous suivront, où ce mot peut leur faire peur. Mais concrètement, l'automatisation de la compta, comment ça se traduit dans la vraie vie ? Avec un outil comme le vôtre, est-ce que tu pourrais sortir un cas d'usage, je sais pas moi, avec une facture fournisseur, l'automatisation de la compta, ça fait quoi en fait ? Si on regarde un petit peu le cycle d'une facture fournisseur, première étape, cette facture fournisseur, où est-ce qu'elle arrive, comment elle arrive ? Aujourd'hui, elle peut arriver soit papier chez ton client, soit par mail, soit être mise à disposition sur un site internet où ton client va devoir aller chercher cette facture et ensuite ton client il va devoir la payer. En gros, c'est un petit peu comme ça que se passe le cycle. Sur MyUnisoft, qu'est-ce qui va se passer ? Ton client, s'il reçoit la facture papier, il va la prendre en photo, par exemple, sur l'app MyUnisoft. Et il va la prendre en photo parce que sur son app, il peut se projeter, voir toutes ses factures, avoir un prévisionnel de trésorerie à court terme. Est-ce que je passe ou pas mes échéances, qui est quand même un enjeu majeur pour le chef d'entreprise d'une TPE. Donc, avoir tous les éléments dont il a besoin, c'est pour ça qu'il participe à la collecte de cette donnée. Ou bien, s'il la reçoit par mail, il va la forwarder sur l'adresse mail de Microsoft. Ou bien, on va aller chercher, notre système va aller chercher directement la facture sur le site marchand. Donc ça, c'est la captation de l'événement immédiat. Cet événement, ensuite, on va l'affecter comptablement. Donc, on va regarder, on va analyser la donnée. Il y a des systèmes d'OCR et d'IA qui vont analyser toute la donnée. Et en fonction de toute la connaissance que l'on a sur la facture, on retrouve un numéro de sirène. Donc, dès qu'on retrouve le numéro de sirène, on va pouvoir aller taper sur la base INSEE pour aller retrouver le code d'activité. En fonction de ce code d'activité, on va voir quel est le match entre le code d'activité client et le code d'activité fournisseur. Et habituellement, ce match-là correspond à une contrepartie comptable. Donc, on va proposer cette contrepartie comptable que l'on va comparer avec les habitudes sur le dossier.
parce que sur ce dossier-là, il peut y avoir d'autres habitudes. Et donc, c'est en fonction de ces éléments-là qu'on va proposer une écriture comptable. Une fois qu'on propose donc au collaborateur de cabinet cette écriture comptable, il peut la valider ou la modifier. Dès lors qu'il a suffisamment confiance en la machine pour tel ou tel fournisseur, il va pouvoir dire, ce fournisseur-là, dès lors que la facture est inférieure à 30 € par exemple, tu ne me demandes même plus d'agir, tu peux agir directement. Donc, il va même plus l'avoir. Au bout d'un certain temps, cette facture-là, il va plus l'avoir. Donc ça, c'est la partie cycle achat. Et la partie cycle paiement, directement, quand on récupère la facture, on va chercher la date d'échéance. Donc, on récupère la date d'échéance et en fonction de cette date d'échéance, on va pousser au client un échéancier. Il va pouvoir directement payer la facture complètement dans Microsoft. Donc, et donc, bien sûr, s'il la paye, elle est lettrée comptablement. Merci pour cette illustration et cette visibilité parce que c'est vrai que moi, je parle de la comptabilité quand... quelle année là 2023. On enregistre en octobre 2023. Moi, je suis bossé en cabinet en 2012, je pense. Ça n'existait pas. Enfin, moi, dans mon cabinet, j'avais ciel compta, et puis tu as la facture, tu la saisis, puis tu te rappelles plus comment c'était avant. Donc, il faut que tu regardes et tu cherches. Effectivement, donc là, en fait, il y a quand même cette petite partie où on s'inquiète aussi que l'outil va détruire des métiers. Mais moi, je vois que ça comme une destruction créatrice. On crée une autre valeur ajoutée. C'est-à-dire que, en fait, on ne fait pas un DSCG pour saisir des factures fournisseurs, quoi. On est aligné. Non, alors, c'est clair qu'on n'a pas envie de faire ça, tu vois. Et puis, souvent, quand on écoute et quand je discute avec des experts comptables, je dis, moi, j'aime pas la compta, en fait. Genre, c'est pas ça mon truc. Et c'est assez marrant parce que c'est un discours qui est assez récurrent. Donc, quand même, ce qui est intéressant, c'est que la machine, elle va pas te dire, tiens, tu vas faire ça direct. Elle va quand même te faire une proposition. Puis une fois qu'elle aura appris sur ce fournisseur, et bien après, elle pourra le faire de manière automatique, ce qui fait que ça n'apparaît plus dans la charge mentale du collaborateur. Et donc cette tâche est complètement déléguée à une machine qui sait bien faire normalement. Ce qui est important, je suis désolé, je te coupe la parole, mais ce qui est important, c'est que la charge mentale la plus forte, c'est pas trop l'imputation comptable, c'est la collecte de la pièce. C'est clair. La grosse charge mentale pour un collaborateur de cabinet, c'est de se dire, voilà, je sais que du 15 au 24, je dois traiter l'intégralité de mes déclarations de TVA sur mon portefeuille. Comment je peux être rassuré là-dessus. Et c'est pour ça qu'une solution qui est pensée workflow, qui est pensée gestion de flux et qui permet un traitement au quotidien de toutes ces données, avec un dashboard de suivi de cette production, c'est excessivement rassurant. C'est même chose, la charge mentale du manager, c'est de se dire, est-ce que l'intégralité des TVA de mon portefeuille avec mes équipes ont été acceptées par l'administration fiscale. Et donc avoir un dashboard de vision de toutes ces déclarations de TVA qui est complètement alimenté complètement automatiquement, c'est également quelque chose qui libère de la charge mentale pour le manager. Tu vois, il y a des acteurs qui se sont lancés. Il y a Fool, Penny Lane, Time, Microsoft. Moi, je trouve que c'est hyper vertueux parce que cette compétition, entre guillemets, alors moi, je ne sais pas s'il y a de la compète parce que je ne suis pas dans les secrets, mais j'aime bien discuter avec tous les acteurs parce que je suis quand même assez digital friendly, j'aime bien tous ces outils. Et comme je suis partisan d'une finance qui est là pour servir l'entreprise, pour qu'elle atteigne ses objectifs, sa vision, qu'elle rende service à l'entrepreneur, à ses salariés, qu'il puisse y avoir une répartition de la valeur créée par la boîte qui soit bénéfique pour tout le monde. C'est une partie de l'équation pour atteindre ses objectifs. Moi, je pense que c'est super vertueux parce qu'au moins tout le monde se challenge vers le haut. Comment toi, tu vois le marché là, des éditeurs de logiciels avec les gros acteurs historiques qui en ont un gros moteur, mais c'est un peu vieillissant. Et puis, vous qui arrivez là, comme ça, en train de se partager le marché, parce qu'on dit que 21 000 cabinets d'expertise comptable, mais à un moment donné, le marché, il est petit, quoi. Enfin, même s'il est grand, il est petit. C'est quoi un peu ta lecture, toi ? Ce qui est certain, c'est que moi, pour avoir fait beaucoup de sport et surtout du rugby, donc je suis un homme heureux aujourd'hui, actuellement avec la Coupe du Monde, la compétition, c'est toujours top et c'est
très agréable et c'est pas parce qu'on est en compétition qu'on n'a pas de plaisir à échanger ensemble et que j'ai pas énormément de respect pour les chefs d'entreprise qui dirigent ces belles entreprises. Et en ce qui concerne les solutions innovantes que tu as pu citer, le gros avantage, c'est qu'elles permettent de valider et de confirmer aux experts comptables qu'il faut aller vers ce type de solutions, qu'ils en ont besoin, qu'ils sont même dans un sentiment, ils doivent être dans un sentiment d'urgence, même si la facture électronique a été reportée, on est quand même dans une situation où si les experts comptables ne réagissent pas, il y a d'autres acteurs qui vont devenir de plus en plus concurrents par rapport à la profession. On voit qu'il y a des éditeurs qui proposent des solutions all-inclusive avec le bilan compris. Donc, et ce ne sont des solutions que tech, ce ne sont pas des experts comptables. Donc il y a vraiment ces sujets-là. Et je pense que la profession doit réagir et avoir un panel de solutions tech pour pouvoir réagir. Je pense que c'est très sain. C'est très sain pour la profession. De mon point de vue. Ce qui est intéressant selon moi, c'est que ça change aussi le mindset des experts comptables qui étaient dans une vision un peu production, tu vois, de la gestion de la compta. Et maintenant, si on automatise beaucoup plus facilement et qu'on passe moins de temps, soit on prend plus de dossiers et on pour faire toujours la même chose, ou alors on va aller sur ce mot qu'on appelle le conseil. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, entre guillemets. J'ai déjà fait pas mal d'épisodes à ce sujet. Mais pour que le job il soit plus intéressant. Et donc, je pense que ceux qui vont aller dénicher de bonnes opportunités, grâce à l'outil, ils vont pouvoir se créer un job qui va être incroyable. Oui, c'est évident, mais quand on parle de conseil, moi je parle plus d'accompagnement. Il faut intégrer de la data dans toute cette partie-là. Donc, l'expert comptable doit avoir une bonne maîtrise de cette data également, et puis intégrer de nouvelles compétences. Alors, typiquement, si je reviens un petit peu en arrière sur mon cabinet, moi au sein de mon cabinet, très rapidement, j'avais intégré un avocat, j'avais intégré un ingénieur patrimonial, on faisait du courtage en financement. Voilà. C'est utiliser toute la relation de confiance qu'on peut avoir avec nos clients pour encore mieux les accompagner avec de la data au quotidien. Tu mentionnes tu mentionnes des outils qui font de la compta sans être expert comptable parce que ce sont des outils technologiques. Là, tout de suite, ce qui m'évoque dans la tête, c'est Indy, que j'aimerais aussi recevoir sur le podcast. Normalement, on devrait faire un épisode avec Com, un des fondateurs, justement pour avoir aussi sa propre lecture, lui, de son point de vue. Et moi, ça m'intéresse de pouvoir comprendre. T'as pas eu des problèmes, toi, avec l'ordre des experts comptables, avec MyUnisoft ? Tu sais, parce que... Alors, non. Nous, on est vraiment dans une situation complètement pour la profession, par la profession. Comme je te le disais, notre capital est détenu à 59% en direct par des experts comptables, à 36% par des managers et puis un peu moins de 5% par Dracaris. Donc, on est vraiment une solution qui est pensée pour la profession et qui joue complètement le jeu de la profession. Toutes nos déclarations passent via Je déclare. Il n'y a aucun humain qui pré-traite de la comptabilité dans nos solutions. On est complètement technologique. Donc, toute la relation humaine d'imputation comptable est maîtrisée par l'expert comptable. Donc, je vois difficilement comment on pourra avoir des problématiques avec la profession. On est en B2B2B, c'est-à-dire qu'on s'interdit de commercialiser en direct auprès des clients des experts comptables. Nous, on se met en retrait derrière l'expert comptable et c'est l'expert comptable qui garde la valeur, qui garde également la marge de la revente de MyUnisoft auprès de ses clients. Et on va encore plus loin sur l'effacement de la marque parce qu'on est en marque blanche. C'est-à-dire que l'expert comptable peut très bien nous demander d'avoir sa propre URL et sa propre app sur les stores Android et iOS à ses couleurs. Ce qui est très sympa à deux niveaux. À la fois en termes de notoriété pour un cabinet, parce qu'il a son app. En termes de notoriété aussi, parce que comme je te le disais tout à l'heure, un client est un prescripteur.
ton client qui sort du resto, qui paye la note à son client et puis qui prend en photo la facture et qui crâne un petit peu auprès de son autre collègue chef d'entreprise, et ben ça donne envie à cet autre chef d'entreprise d'aller vers l'expert comptable. Et donc, il voit tout de suite la marque du cabinet. Et puis, autre élément très fort, c'est la marque employeur pour une marque blanche parce que chacun de tes collaborateurs travaille sur la solution du cabinet. Donc là, tu vois toujours ton cabinet et tout ce que ton cabinet t'apporte en termes de sérénité, tu le vois via la solution qu'il utilise. Donc c'est un point assez important. Donc on est vraiment dans ce concept de travailler main dans la main avec la profession. Vous, comparativement quand même aux autres, au moment où on enregistre cet épisode, j'étais avec le CMO, Maxime Baumard de Penny Lane. Eux, ils se sont lancés il y a 3 ans et demi, ils ont levé 80 millions. Comment aussi on fait pour être... tu vois, je crois qu'ils sont 350, donc 200 ingés. Comment on fait aussi pour tenir la cadence, tu vois, vis-à-vis de personnes comme ça ? Ou en tout cas de boîtes comme ça. C'est toujours de toute façon très, très intéressant d'avoir des beaux compétiteurs. Hein. On n'est pas parti au même moment. On n'est pas parti avec la même connaissance métier. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir pu embarquer pas mal de compétences assez rapidement. Aujourd'hui, on est la seule solution innovante à maîtriser notre propre moteur fiscal. Quand on dit qu'on est une solution de production comptable et fiscale, je pense que pour la pérennité d'un tel projet, il nous semble indispensable de maîtriser notre propre moteur fiscal. Donc c'est une des avances que l'on a d'une manière significative par rapport à d'autres acteurs. Et autre élément pour moi, ce qui est assez important, c'est l'atteinte du break-even. Et on atteint notre break-even là dans les mois qui viennent. Pour nous, c'est important pour appuyer la pérennité de ce type de projet. Donc lever beaucoup d'argent, c'est très bien et bravo à ces acteurs-là. Maintenant, moi, ce qui m'importe, c'est être bien concentré sur un produit et qu'on continuera à lever de l'argent, hein, mais être concentré sur l'accompagnement de la profession. Merci Régis, en tout cas pour ta transparence et toutes ces précisions, c'est top. Au niveau de la gouvernance chez MyUnisoft, comment ça se passe ? Il y a pas mal de cabinets qui sont rentrés. Il y a une centaine maintenant. Il y a une grosse centaine. Il y a 111 cabinets au capital. 111 cabinets au capital. Il y a toi, il y a Dracaris, il y a les collaborateurs, managers. Exactement. C'est ce que tu disais. D'ailleurs, ça m'intéresse de pouvoir creuser. Alors, comment se passe déjà la gouvernance là-dedans ? Allez, donc facile, là, parce que là, il faut gérer beaucoup d'interlocuteurs. là, tu dois faire des newsletters là, quand on voit tes reporting. Alors c'est vrai que c'est vrai sujet, mais on a su assez bien l'organiser parce qu'il y a plusieurs niveaux. Hein, donc c'est pas parce que tu es actionnaire d'une boîte que tu interviens dans la gouvernance. Donc dans la gouvernance, on a une grosse vingtaine de cabinets qui sont dans un comité de suivi et de pilotage. Donc on se retrouve une fois par mois. Et dans ce comité de suivi et de pilotage, c'est de présenter les nouveautés, c'est d'échanger, c'est de se projeter sur le produit, c'est de faire des choix stratégiques sur le produit. Donc on échange et on avance ensemble. Donc ça, c'est une vingtaine de cabinets. Et puis, il y a un conseil d'administration. Conseil d'administration qui se voit entre 1 et 3 mois en fonction des périodes, donc en termes de fréquence. Sur ce conseil d'administration, on a 7 personnes, un représentant de Dracaris et puis deux co-dirigeants, parce que je ne t'ai pas parlé de Cyril, mais je vais en parler. Donc Cyril Mandrier, qui est mon associé cofondateur, qui est
L'homme de l'ombre, le vrai technicien, c'est un ingénieur que j'ai embarqué, il était tout jeune dans mon aventure précédente et ça fait plus de 13 ans, si je ne dis pas de bêtises, qu'on bosse ensemble et qui traite tous les sujets technologiques, d'infrastructure et qui me permet d'être bien rassuré sur nos choix tech. Et donc, si je reviens sur le conseil d'administration, on est les deux co-dirigeants de Microsoft, plus quatre experts comptables en plus de Dracaris. Quel a été l'intérêt de pouvoir associer au capital des managers, des salariés pour quelles raisons avez-vous fait ça ? Alors pour moi, c'était important. C'était important de partager une aventure. Microsoft, c'est une aventure. Et donc, pour la partager, il me semblait indispensable de les intégrer au capital. On ne pouvait pas faire de Microsoft, enfin ça aurait pu être envisageable, une société coopérative. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué pour lever des fonds dans ce cadre-là. Donc il nous semblait plus cohérent de laisser cette vision capitalistique et donc de les intégrer au capital. Et donc à chaque fois qu'on intègre de nouveaux salariés, on se pose des questions, enfin on leur pose la question s'ils veulent intégrer le capital indirectement via une holding de Microsoft. Et donc pour nous, c'est vraiment ça. C'est un partage d'aventures, c'est les garder et puis c'est aussi de pérenniser la relation avec ces salariés parce qu'on sait que dans la tech, il y a quand même des sujets de turnover et nous, c'est peut-être un des éléments qui fait qu'on a un turnover très, 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 très bas. À quoi ressemble... J'allais pas dire ton quotidien, mais c'est quoi des journées types ou des semaines types à toi ? Parce que tu étais expert comptable, tu es passé dans un autre métier, c'est hors sujet ce que tu fais maintenant, tu vois, entre guillemets. Ah, c'est certain, il y a vraiment un gap de l'expert comptable geek à l'éditeur, parce que c'est pas parce que tu maîtrises un petit peu les sujets tech et que tu te dis tiens voilà c'est comme ça que le produit de demain devra bien fonctionner qu'on y arrive. Donc le vrai sujet c'était de structurer, donc j'ai beaucoup de sujets d'embarquement de nouveaux directeurs dans ces BU et puis de diriger nos managers. Donc ça c'est la partie interne, structuration interne, trouver les bonnes personnes. J'ai toujours eu beaucoup de chance dans ma vie et on a des personnes qui sont des talents extraordinaires dans Microsoft. Je pourrais te citer Thierry Daboigneau qui est arrivé, qui a été responsable R&D d'un acteur historique précédemment et qui nous a structuré complètement l'organisation au niveau des équipes tech. Donc il y a la partie interne. Ensuite, il y a la partie stratégie, donc se poser les questions sur comment évoluer, comment échanger, comment avancer, comment se remettre en question. Est-ce que les choix qu'on a faits sont les bons ? À chaque fois, se remettre en question là-dessus. Et puis une partie aussi commerciale. Certains grands comptes, à certains moments, il est important qu'ils puissent me rencontrer, ou pas grand compte. Moi, je n'ai pas du tout cette vision grand compte ou pas grand compte, mais il y a toujours besoin d'être face aux clients, d'être toujours centré client. Et donc, typiquement... je ne sais pas si tu as vu, mais entre fin mai et mi-juillet, je me suis amusé à me faire un Tour de France. Donc j'ai parcouru 7000 et quelques kilomètres en un mois et demi, 25 étapes. Et là, aller ville par ville, souvent dans des cabinets. Donc dans chaque ville, j'étais porté par... un ou plusieurs cabinets ambassadeurs qui portaient la bonne parole en plus de moi pour démontrer tout ce que l'expérience Microsoft peut changer dans la vie d'un cabinet.
C'est quoi ton rêve pour la profession d'expertise comptable? Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui t'anime, toi? Qu'est-ce qui te fait tenir, tu vois? Et qu'est-ce qui te fait perdurer, innover et te battre un peu tous les jours? Il faut toujours qu'il y ait du sens. Hein. Donc, pour la profession, c'est de voir comment elle peut se projeter. Ce qui est sympa dans cette profession, c'est l'hétérogénéité des acteurs, c'est l'hétérogénéité des tailles des structures et comment on peut se projeter pour demain sur qu'un expert comptable seul ou avec 2-3 collaborateurs puisse perdurer, puisse prendre son pied tous les jours en relation de proximité et de conseil. Et même chose pour un cabinet beaucoup plus structuré avec des centaines de collaborateurs. Donc vraiment que chacun puisse continuer à trouver sa place avec toujours plus de sérénité. Et si on y arrive, et je pense qu'une solution technologique pensée pour la profession peut le faire, ça permet aux acteurs de se projeter dans l'avenir et d'être bien. Si cette expérience-là, cette aventure Microsoft permet de le faire, je pense que j'aurais réussi mon sujet. Ensuite, il y a d'autres éléments pour donner du sens en dehors de l'aspect professionnel, et pour moi, ça a toujours été important. Mais sur l'aspect expert comptable, c'est majeur. Je pose souvent cette question aux entrepreneurs. Toi, comme tu es entrepreneur et aussi un professionnel du chiffre, c'est quoi un peu les indicateurs de performance que tu analyses? C'est quoi ton tableau de bord à toi pour voir le poumon de la boîte? Comment elle fonctionne? Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer les choses? Ouais, il y a beaucoup d'éléments. Hein. Il y a toujours des indicateurs chiffrés et puis il y a d'autres éléments. Alors, nous, assez rapidement, on a intégré une DRH. Et je pense que ça nous apporte beaucoup pour toujours travailler le lien entre les équipes. On est une structure qui est ultra en télétravail. La majeure partie de nos équipes sont ce qu'on appelle en full remote, c'est-à-dire en télétravail. Et pouvoir embarquer un nouveau collaborateur dans une boîte comme ça, quand on est en télétravail, c'est pas si simple, et les garder. Et donc l'aspect humain est majeur, parce que si on veut arriver à avoir un bon produit, une bonne relation avec les clients, il faut avant toute chose avoir des équipes qui se sentent bien. Donc bien sûr des très grands talents, mais en plus qui se sentent bien et qui restent. Donc un des éléments majeurs, c'est le turnover. C'est voir quel est le turnover, et si on a un turnover assez faible, c'est quand même un élément très très fort. Ensuite, on envoie à toutes nos équipes un questionnaire tous les mois sur des sujets différents qui nous permettent de remonter des éléments à améliorer ou pas. On est une boîte qui est basée sur tout ce qui est agile, et donc l'amélioration continue est un élément majeur chez nous. Et donc comment travailler sur une vie encore plus satisfaisante pour chacun et chacune de nos acteurs au sein des équipes. Donc ça, c'est pour moi un des éléments majeurs. Ensuite, quand tu gères une boîte, tu as toujours tes KPI, tes chiffres clés que tu peux analyser. Je te disais, quel est le trend de déploiement en termes de dossiers. Quand on voit quel est notre trend, c'est un élément important. Quelle est notre atteinte du break-even, quel est notre ARR ou notre MRR. C'est des sujets plus chiffrés, mais avant d'arriver aux chiffres, l'humain et le produit sont les éléments premiers. Tu dis qu'il y a un turnover assez faible. Alors déjà, j'ai un élément de réponse, parce qu'on a commencé à discuter tout à l'heure, et donc vous avez associé aussi et engagé les collaborateurs dans la structure, par exemple, avec l'accès au capital. C'est quoi les recettes qui ont fait que le turnover aussi est faible? Qu'on pourrait aussi avoir quelque chose d'un peu actionnable pour ceux qui nous écoutent, qui pourraient aussi, pourquoi pas, répliquer ça pour leur cabinet ou leur entreprise, tu vois?
Alors c'est déjà l'écoute. Je pense savoir écouter l'autre et savoir intégrer cette qualité d'écoute chez les managers. Donc, je pense que ça, savoir écouter et savoir aussi collecter l'information. Donc, parce que tout le monde ne va pas aller vers toi pour te passer un message. Il va des fois le garder auprès de lui. Donc c'est pour ça que déjà avoir des solutions pour faire remonter le message. Donc ça c'est pour la remontée d'informations, pour la redescente et l'embarquement, tu vois. Moi j'ai pris la décision à chaque onboarding, à chaque nouveau collaborateur, de passer du temps avec lui ou avec elle. Donc en visio, parce que la plupart du temps on est à distance, et donc chaque nouvelle personne, j'échange humainement, parce que c'est pas moi qui vais la manager en direct, mais j'échange, j'essaye de lui partager l'ADN de l'entreprise. Travailler, c'est dans la marque employeur, c'est transmettre un petit peu ce goût de l'aventure Microsoft, et c'est quelque chose d'important. Et ensuite mettre du lien simplement, tu vois, tous les jours, même si on est à distance, on se dit bonjour. Quand il y a un anniversaire, on partage. À chaque fois qu'il y a un moment fort pour chacune et chacun d'entre nous, on le partage. On a mis en place un système qui s'appelle le mot du président. Donc tous les mois, on se retrouve tous autour d'un écran et je partage les faits marquants du mois, toutes les belles victoires, les points durs qu'on a pu rencontrer. Et c'est plein de petits ingrédients qu'on met dans cette partie-là. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites et que vous avez découvert que c'était pas bien, que vous avez corrigé? Tu vois, par exemple, tu dis que vous avez envoyé des questionnaires à des collaborateurs qui vous ont remonté des trucs que vous avez, je sais pas moi, corrigés par exemple. Oh, c'est tout le temps. C'est tout le temps, évidemment, et je pense que de se remettre en question, c'est indispensable. Donc oui, et en même temps, est-ce que je peux trouver un exemple spécifique? Oui, typiquement, la communication, c'est quelque chose. On m'a toujours reproché. Et je pense qu'on reprochera toujours à un chef d'entreprise de mal communiquer en interne. Donc, mais on communique tous mal. Et la communication, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans la vie. Parce qu'on a tous été constitués avec une notion du récepteur et de l'émetteur en fonction de notre vie. Notre vie qui nous a construite, et donc on a tous une vision de l'émetteur et du récepteur qui est différente. Donc la communication, c'est quelque chose de complexe, et on nous a beaucoup reproché une communication qui était défaillante au début, parce qu'on apprenait ce que c'était qu'être un éditeur, et donc il y avait plein de métiers qu'on ne connaissait pas aussi, nous avant, quand on s'est lancé dans cette aventure-là. Et cette construction qui a été faite aussi, qui a été accompagnée par notre DRH, qui est Jessica, et qui nous a apporté vraiment énormément, je trouve que ça a été très fort. Rien que le fait de faire ces questionnaires, tu vois, ça nous apporte, parce qu'à chaque fois, on se dit, là, on s'est planté. Allez, on va pouvoir remettre les éléments dans ce cadre-là. Merci beaucoup, Régis. On arrive déjà à la fin de cet épisode. On va passer sur la dernière partie, qui est plutôt une partie, le give back un peu redonné. Toi, tu as créé une association, ouais. C'est ça? Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce que c'est concrètement, quelles sont les actions qui ont été mises en place pour qu'on puisse aussi avoir une vision aussi un peu différente? Il y a ton il y a ton métier, et puis il y a ce que tu fais à côté pour les autres. Oui, pour les autres, surtout pour moi. Moi, quand je fais quelque chose, et je pense que c'est important d'être toujours ultra égoïste, parce que c'est qu'en étant égoïste qu'on se construit. C'est très bien. Et donc, si je fais, c'est parce que j'ai énormément de retours par rapport à tout ça. Historiquement, je suis né en 68, gamin en 75, il y a eu les Boat People, création de Médecins sans frontières, et ça m'a énormément marqué, gamin. Et je voulais être Médecins sans frontières. J'ai pas fait ça. Pour un certain nombre de raisons que j'ai pu évoquer tout à l'heure, mais j'avais toujours ça en tête, de pouvoir faire de l'humanitaire.
Une fois que mon cabinet était bien structuré, je me suis dit, je vais proposer à mes associés de créer une association humanitaire. Donc cette association, fallait lui trouver du sens. Donc c'est de travailler contre l'ultra-pauvreté. Moi, jeune, dans le cabinet d'audit dans lequel j'avais pu intervenir, j'étais allé dans une mine d'uranium en plein milieu du désert au Niger, dans un village qui s'appelle Arlit. Et je m'étais mis à échanger avec des salariés sur place. Et j'ai découvert toute cette solidarité directe, tout cet humanisme très fort que les personnes du Sahel peuvent embarquer. Et j'étais vraiment tombé amoureux de cette mentalité comparée à un certain individualisme que l'on peut vivre en France. Et donc je m'étais dit, quand je ferai des actions humanitaires, j'interviendrai au Niger. C'est pour ça que c'est ce qu'on a fait. On a trouvé une ONG, une petite ONG avec laquelle travailler. Étant expert comptable, il fallait qu'il y ait un sens économique à nos actions. Donc on a trouvé une notion de comment sortir d'une manière pérenne des villages de l'ultra-pauvreté. Pour ça, on s'est mis à construire des moulins à grains et à farine dans les villages, ce qui permet aux femmes de sortir du moment où elles pilent le mil et donc où elles prennent beaucoup de temps pour piler le mil et transformer le mil en farine. Elles n'ont plus qu'à amener le mil au meunier qui est transformé en farine. Donc elles ont du temps. Et avec ça, donc on mixe ça avec du microcrédit, ce qui leur permet d'avoir un projet, soit de l'élevage, donc acheter une bête, la faire grandir et puis la vendre au marché, soit de l'élevage, donc en coopérative souvent, faire des grands jardins pour vendre les résultats de leur production au marché. Donc ça permet d'une manière pérenne de sortir complètement le village de l'ultra-pauvreté, de le sortir aussi de la monoculture. Qui dit monoculture dit risque de famine en cas de mauvaise récolte. Et au Niger, il n'y a qu'une seule saison de pluie, donc si elle se passe mal, donc soit trop forte, soit trop faible, ça a des impacts très forts sur la vie du village. Donc voilà, on a grâce à ça financé des moulins dans une grosse quinzaine de villages. Donc ça a un impact sur environ 20 000 personnes. On a également construit des écoles parce que c'est bien de manger, mais il faut aussi être éduqué et donc permettre aux jeunes filles d'aller plus loin. Dans leur vie et dans leur structuration. Malheureusement, les événements récents font qu'il y a des aspects sécuritaires plus complexes actuellement à gérer au Niger. Donc là, je me reconcentre sur le Bénin, qui est un autre pays avec des qualités humaines extraordinaires. J'y vais très souvent parce que je suis tombé amoureux du Bénin également, et donc on va trouver de nouvelles actions pour agir sur place. Comment s'appelle l'ONG ? Alors, aujourd'hui, elle s'appelle Récit Solidaire, parce que c'était le nom du cabinet expertise comptable plus solidaire. On ne l'a pas encore renommé, on va le renommer. Tu auras l'info assez rapidement. Ok, super, ça marche. Je vais clôturer par une dernière question. Régis, on arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que la vie t'a apprise que tu pourrais partager à nos auditeurs du podcast Les Guides des Chiffres et que tu as assez peu partagé dans ta vie ? Juste que la vie est un cadeau extraordinaire. Vraiment, on a beaucoup de chance d'être sur Terre, d'avoir ce temps-là pour nous. Il faut en profiter. Il faut partager, il faut intégrer la différence de l'autre. Je trouve qu'on ne le fait pas assez actuellement, malheureusement. Mais dès lors qu'on intègre ça, on peut travailler ensemble, on peut avancer ensemble, on peut construire ensemble. C'est quelque chose qui, pour moi, m'alimente au quotidien. C'est cette chance
que j'ai d'être là en bonne santé, d'avoir une famille, d'avoir des équipes avec lesquelles je peux partager des moments extraordinaires. La vie de chef d'entreprise, c'est plein de bonheur. Moi qui étais gamin, un garçon très très stressé de nature, j'ai su apprendre à relativiser. Je l'ai fait parce que j'étais jeune, je suis allé en kibbutz et je me suis mis à être dans une période où on se recevait des tirs de roquettes. C'est étonnant, hein, je t'en parle là, mais c'est vrai que ça a été une vraie révolution pour moi, me dire c'est quoi la vie. La vie, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Faut en profiter un maximum et prendre du plaisir à partager ces moments-là avec d'autres personnes. Merci, mon cher Régis. En tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi de réaliser cet échange. Je ressens une personne profondément gentille et empathique. Et donc, l'écoute est vraiment quelque chose... je le ressens. Et donc, voilà, si vous voulez aller voir ce que Régis Samuel fait, je vous mettrai son compte LinkedIn, MyUnisoft, évidemment. Merci pour tout. Merci beaucoup, Nicolas. Avec plaisir. Sur ce, 1000 merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous l'avez apprécié autant que moi, j'ai aimé l'enregistrer, je vous invite naturellement à me faire un gros coucou en commentaire sur YouTube. Mettez des avis sur les plateformes de podcast parce que ça aide beaucoup au référencement, les 5 étoiles. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un prochain échange. Ciao!